Dans mon cas, c'était un tonneau. Le sentiment que j'étais dans un tonneau au fond de la mer avec la pression de l'eau et de voir les lames se détacher, c'est-à-dire que ça tenait plus. Tout ce que j'avais réussi à échafauder comme protection, mais aussi comme identité de fonctionnement, était en train de complètement lâcher. Pour moi, chaque fois qu'il y a des êtres humains, c'est un milieu hostile. Sauf si c'est des êtres humains dont je dois m'occuper. Bienvenue dans Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire, ni demander aux gens qui nous entourent. Boris a accepté de nous rencontrer alors que ça lui demande clairement un effort énorme. À 50 ans, il vient d'être diagnostiqué Asperger. C'est en travaillant comme éducateur spécialisé auprès de jeunes autistes qu'il a compris qu'il l'était, lui aussi. Depuis tout petit, pourtant, il a conscience de sa différence, mais comment expliquer, à soi, aux autres, à quoi elle tient exactement ? Dans cet épisode de Brise-Glace, il raconte les trésors d'ingéniosité déployés pour avoir juste l'air normal, jusqu'à ce qu'il décide, il y a quelques mois, d'oser être lui-même. Quand j'étais tout jeune, autour d'ici 7 ans, comme repère, j'ai que je tenais la main de ma maman, donc je devais être très petit. Les gens atypiques venaient vers moi, les gens ivres, les clochards, il y en avait quelques-uns déjà, des personnes handicapées mentales, où tous les gens atypiques venaient vers moi et me confrontaient. Et j'avais même été frappé 1 ou 2 fois par des gens dans la rue comme ça. Alors que vous me voyez, j'ai pas l'air, enfin je crois pas être une caricature de ce qu'on pourrait imaginer. On peut discuter après de qu'est-ce qu'il y a comme préjugés sur l'autisme. Mais ça m'avait toujours frappé, au propre mot figuré justement. Je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'avais même posé 1 ou 2 fois la question à ma maman, qui m'avait dit, je sais pas. Et ensuite, dans ma vie, j'ai toujours continué à intriguer les personnes atypiques, mais j'ai moi-même été plus sensible aux personnes atypiques dans ma jeunesse ou comme ça. Je pense que je regardais les gens. On a de l'autisme, on a un rapport avec le visuel qui est très particulier, c'est-à-dire ou bien on regarde pas, ou bien on regarde. Mais quand on regarde, on transperce et on regarde au point que les gens peuvent être indisposés. Après, j'ai plus ou moins eu conscience de ça, mais c'est vrai que ça a toujours existé. Cette absence de code, en fait, des codes différents. Ça fait 10 minutes que je suis arrivé. Ouais. Donc je vous ai bien vu, je vous ai bien regardé, je vous regarde dans les yeux. Si au fur et à mesure vous me voyez commencer à regarder ailleurs ou comme ça, c'est que en fait je suis en train de vraiment de me concentrer et de vous écouter. Parce que le mélange des signaux visuels et auditifs est très fatigant après un moment. Et c'est ce que j'ai fait pendant 50 ans, c'est qu'en fait j'avais appris très vite qu'il fallait regarder les gens dans les yeux, parce qu'autrement on croit qu'on vous cache quelque chose, donc je regardais les gens dans les yeux. Et ça m'a quand même grillé pas mal de durite, je pense. Est-ce qu'au-delà de votre maman, il y avait d'autres réactions auprès de vos amis à l'époque quand vous étiez adolescent par exemple ou adolescent, plus tard oui. Bon, quand j'étais petit, j'avais des tics. J'ai eu toute une série de tics entre 7 et 14 ans quand même. Quel genre ? Tous les tics faciaux. Donc les clignements d'yeux, les louchements, les fermetures de yeux, puis il fallait compter combien de secondes je les ferme. Des bruits avec la bouche, des petits bruits, bref. Je voyais cette pédopsychiatre, et puis elle avait un cabinet, puis il y avait une armoire. Typiquement, il y avait un tableau noir qui m'intéressait absolument pas. Elle aurait voulu que je fasse des dessins, des trucs comme ça m'intéressait absolument pas. Discuter, ça m'intéressait pas non plus, alors que je suis plutôt volubile. Mais il y avait une armoire, et j'avais ouvert cette armoire, puis dedans il y avait un lavabo. Et ça c'était extraordinaire, parce que je lui avais demandé, est-ce que je peux m'asseoir sous le lavabo ? Elle m'avait dit oui. Vous savez, avec le ton, oui bien sûr, extrêmement bienveillant. J'ai demandé si je pouvais fermer la porte. Et je passais mes séances comme ça, assis dans l'armoire sous le lavabo. Et j'adorais, j'étais très bien. Il y avait cette conscience de quelque chose d'indéfinissable, de quelque chose qui m'était renvoyé par l'extérieur, d'étonner les gens, de les enthousiasmer ou de les insupporter, d'être tout le temps excessif ou bien de tout à coup bloqué sur des choses. Donc il y avait pas mal d'éléments qui disaient qu'il y avait quelque chose. Et puis, j'avais une histoire familiale qui était pas mal mouvementée, avec un père venu de l'étranger, qui avait des accès de boisson. J'étais moi-même sans papiers nationaux, parce que c'était la nationalité du père qui faisait état. Dans les années 70, il y avait beaucoup moins de métissage culturel qu'aujourd'hui.
Et puis je venais d'une des anciennes républiques de l'Est. Et donc il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui vous avez plein de Sri Lankais, d'Albanais, à l'époque pas du tout. Et donc je me construisais au fil des ans des raisons pour m'expliquer à moi mon sentiment de différence. Je me disais, bon, mon papa, il vient d'ailleurs, et c'est un pays où on ne peut pas retourner. C'est un de ces pays où sur la carte, c'est noir. À l'époque, il y avait le bloc de l'Est. Je me disais, bon, voilà, c'est à cause de ça. Ou bien, c'est parce que mon papa, il est spécial. Du côté maternel, j'avais une filiation avec un grand-père qui était très distrait, artiste bohème, comme ça, très très gentil. Puis je me disais, ben, j'ai pris son côté, un peu distrait, un peu bohème et tout ça. Puis chaque fois, je construisais des éléments, et puis à 23 ans, j'ai eu un grave accident de la route qui m'a pas laissé de séquelles. Il y a eu un geste désespéré, donc j'ai sauté sur une voiture, et après j'ai pu, même à mes yeux, utiliser ça, alors que j'avais pas de séquelles. Me dire, ben tiens, c'est ça, il y a quand même un avant, un après, il y a quand même eu ça. Ils disent qu'il n'y a pas de séquelles, mais il doit en avoir quand même. Voilà. Et au fond, on trouve chaque fois dans sa vie plein d'éléments, entre guillemets, traumatiques ou suffisamment intenses, qui pourraient justifier d'un état. Je pense que jusqu'à il y a 2 ans, je pensais que j'étais ce que j'étais devenu. C'est-à-dire que j'étais ce que la vie avait fait de moi. Alors que maintenant, de comprendre que cette condition, elle est antérieure à la naissance, ça change complètement ma vision de l'existence, puisque je suis au départ comme ça. Et donc, il y a ces 2 dimensions qui cohabitent chez moi, entre la vie que j'expérimente et la vie que je dois vivre aux yeux des autres pour avoir le droit d'exister. Tout ce qui est culture, cinéma, télévision, journaux, décrit un monde, décrit une culture ordinaire, donc normale, donc celle de la majorité. Avec des fois des éléments, bien sûr, comme vous êtes en train de le faire maintenant, de pointer sur quelqu'un qui, pour X raisons, sort de l'ordinaire. Mais au fond, l'imaginaire culturel, on a tous le même. Et donc, il m'a nourri aussi. Et donc, moi, je devais être quelque part dans cette... si vous voulez, je vois comme un ciel étoilé, puis la culture, c'est un ciel étoilé, je devais être une de ces étoiles. Laquelle être ? Pour passer relativement inaperçu, tout en appréciant de temps en temps de sortir de l'ordinaire, si ça me ramenait une valorisation ou si ça faisait rire. Mais c'est toujours un calcul, malheureusement hyper conscient, mais complètement inexplicable à soi-même. Ça veut dire que j'ai l'impression d'être rené, c'est pas très joli qu'on dise d'être rené, parce que je m'appelle pas René, d'être né à nouveau, sans le côté grandiloquent mystique non plus, mais vraiment de pouvoir, grâce à ce diagnostic, faire le deuil de ma personne sociale, en fait. De la personne que vous vous étiez construite, voilà, pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Voilà. En consultation, il semble que je suis conscient de mes 2 vies, de ma vie de construction, à laquelle j'ai presque réussi à adhérer. Je disais au psychiatre qui m'a reçu quand le mur s'est effondré, il m'a dit, excusez-moi, comment vous avez tenu pour passer inaperçu? Et je lui ai répondu, je suis au sommet de mon art. Et en disant ça, je me suis vu sur un plongeoir, j'étais au sommet de mon art, je ne pouvais pas aller plus loin. Alors j'essayais, et j'y arrivais extérieurement, puis quand je me retrouvais complètement envahi de nouveau d'angoisse ou de stéréotypie, ou de troubles alimentaires, ou de plein de choses comme ça, je me disais, bon, c'est pas encore assez, donc il faut continuer. Et j'investissais encore plus le monde du travail, le monde extérieur, alors qu'au fond j'avais plein d'autres aspirations, j'avais des aspirations artistiques, j'avais plein d'autres aspirations, mais je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose en moi que j'allais pouvoir corriger. Et au fond, je me suis moi-même éduqué, suréduqué en essayant de me faire rentrer dans le rang, malgré moi, tout simplement parce que tous les signaux de la société disent qu'il faut être ensemble. Jamais autant qu'aujourd'hui on a parlé du vivre ensemble, de se côtoyer, d'aimer nos différences. Moi je dis, mais non, quelle horreur, mon Dieu, j'ai fait ça toute ma vie. Mais enfin maintenant, j'ai envie de dire, oh, je peux enfin ne plus avoir cet idéal du vivre ensemble. 1 personne, c'est idéal, 2, ça va très bien, 3, ça commence à être très inconfortable.
bien des choses qui, pour des personnes sans autisme, sont ressourçantes, plaisantes, comme boire un café avec une collègue, faire une pause, aller au restaurant, faire partie, je dis n'importe quoi, d'une équipe de foot, ce sont des choses qui sont non seulement inintéressantes, mais extrêmement agressives pour moi. Mais comme ces choses font partie de la culture populaire à laquelle j'ai pas choisi d'adhérer, où je suis né dedans, c'est des choses que j'ai dû vivre. C'est comme l'anniversaire, par exemple. C'est un cauchemar pour moi, un anniversaire. Mais la définition de l'anniversaire, c'est un événement heureux. Je l'ai très bien appris. Dans les bandes dessinées, les anniversaires, vous voyez toujours tout le monde qui est content. Dans les films, un anniversaire, tout le monde est content. Donc j'ai appris qu'un anniversaire, c'est un événement heureux, même si pour moi, il est horrible. Actuellement, c'est un sujet pas mal couvert médiatiquement. Il y a le 2 avril qui est la journée de sensibilisation à l'autisme. En fait, si on regarde les articles de journaux, les émissions de radio, très très souvent, l'autisme est associé à l'enfance. Parce que c'est là où aujourd'hui il y a la lutte ou l'investissement, parce qu'on se rend compte qu'en intervenant tôt, il y a beaucoup de possibilités que la personne avec autisme subisse moins de difficultés. Enfin, c'est un autre sujet. Mais il y a cette association dans l'idée populaire qu'un autiste, c'est obligatoirement petit et jeune, comme si l'autisme disparaissait, je dis souvent, ça disparaît quand les poils arrivent, mais c'est pas le cas. Et où sont les autistes de mon âge, qui n'ont pas été diagnostiqués, puisque c'est quelque chose qu'on détecte depuis 10-15 ans à grande échelle, mais pas avant. Et en fait, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts, parce qu'il y a un taux de suicide plus élevé chez les personnes autistes, surtout si elles ne sont pas détectées. En fait, au moment où elles sont détectées, il y a un pourcentage beaucoup plus grand que la population ordinaire qui témoigne d'avoir eu des idées suicidaires. Je vous ai dit que mon passage à l'acte, voilà, c'est une illustration. Ou de gens qui ont sombré dans d'autres pathologies, drogue, alcool, pour couvrir des choses. C'est aussi des excès que j'ai pu faire, pas avec les drogues, mais avec l'alcool beaucoup. C'est pour dire comme derrière, par exemple, une situation d'alcoolisme ou de toxicomanie, il peut se trouver l'autisme. Moi, j'ai pas consulté à cause de ça. En fait, j'ai jamais consulté. Au fond de moi, je savais que c'était pas de l'alcoolisme, que c'était pas des troubles alimentaires, que c'était autre chose, mais comme je savais pas quoi, je pouvais pas supporter l'idée qu'on me dise autre chose, parce que je sentais très vite si c'était vrai ou pas pour moi. Au privé, plus jeune, j'avais l'habitude de boire parce que ça permettait, par exemple, dans les cafés, pour moi, de supporter l'envahissement sensoriel, et aussi qu'une personne avec une bière, c'est tout à fait légitimé qu'elle parle fort, ou qu'elle coupe la parole, ou qu'elle rigole, ou qu'elle se fâche, ou enfin n'importe quoi. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il y a un mur qui s'est brisé. Alors c'est pas tout à fait un mur. Dans mon cas, c'est un tonneau. Le sentiment que j'étais dans un tonneau au fond de la mer, vous inquiétez pas si ça me touche, parce que ça me touche sur le moment, mais après ça passe. C'est d'évoquer cette image, d'être dans un tonneau au fond de la mer avec la pression de l'eau, et de voir les lames se détacher, c'est-à-dire que ça tenait plus. Tout ce que j'avais réussi à échafauder comme protection, comme identité de fonctionnement, entre guillemets, ce tonneau, même si on ne voit pas beaucoup de tonneaux dans la rue, mais c'est une métaphore bien sûr, était en train de complètement lâcher. Je venais d'avoir mon évaluation de travail où le patron était très content de moi, et ça m'a pas convenu du tout, parce qu'on m'a dit ça. Et j'ai senti, aujourd'hui je sais, j'ai senti qu'on s'adressait au tonneau, et pas à moi. Au masque. Au masque, exactement. Et pas à moi. Et ça, j'ai senti très fort parce que j'avais un mois de vacances après cette évaluation. J'ai travaillé dans une petite localité, et je savais que tous les collègues étaient à 1-2 cafés sur les terrasses, et j'ai fait un détour pour rentrer chez moi par des chemins de traverse, et je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mais c'est très étrange ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé après une semaine à écouter la même chanson d'un groupe que j'aime beaucoup. Et là, je me dis, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, j'ai côtoyé des jeunes atteints de troubles et déficits de l'attention, le fameux TDAH. Et j'avais un rapport assez particulier avec eux. Ils étaient un peu plus calmes avec moi. Et moi, je les aimais beaucoup. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais comme ça quand j'étais petit. C'est un jeune que j'ai beaucoup apprécié, un tout petit de 8 ans. Et pour rentrer dans sa chambre, il fallait faire très attention parce qu'il lançait des souliers de ski à hauteur de visage. Et puis, moi, j'avais pris une affection. Donc, quand c'était moi qui étais là,
on avait organisé que ce soit moi qui m'occupe de lui. Vous étiez éducateur à ce stade? Je sais pas si j'étais éducateur, mais je travaillais en tout cas comme éducateur. On passait des soirées extraordinaires, il fallait 2 heures pour qu'il s'endorme. Mais à la fin, moi j'étais sous son bureau, en train de réparer le moteur du Petit Prince, parce que je lui avais parlé du Petit Prince, bien sûr. Alors lui me disait, non, il y a encore un boulon qui est pas serré. Ah oui, t'as raison. Puis moi, j'en pouvais plus, j'étais sur mon bureau à réparer cet avion. Et là, je me rends compte, des fois, on était rentré dans un monde où moi, ça m'avait troublé, parce qu'autant je rentrais dans son monde, autant lui aussi entrait dans le mien, et on partageait quelque chose qui était étonnant. En fait, quand j'ai commencé mes vacances, puis que j'ai senti que quelque chose tournait vraiment pas rond, je suis retourné lire un petit peu tout ce que j'avais lu sur le sujet. Je m'étais quand même beaucoup documenté de manière autonome, et j'ai vu que partout où on parlait de troubles attentionnels, de haut potentiel, très souvent on parlait d'autisme Asperger. Et comme j'ai eu un cousin germain, autiste avec une grave déficience mentale, en tout cas il se disait qu'il avait été autiste, et que j'avais moi-même travaillé avec des personnes autistes avec des déficiences mentales, je pense que le terme autiste était dans le préjugé, un autiste, il a des déficiences mentales, un autiste, il est comme ci, il est comme ça, donc ça pouvait pas être moi. Et quand je suis retourné lire ça, là ça m'a sauté à la figure. J'ai dit à une de mes thérapeutes que j'avais le mot autiste en dessous de ma tête, comme en lettres de néon à la foire foraine, qu'elle m'a dit c'est génial, c'est le meilleur qui puisse vous arriver. C'est-à-dire que ça clignote comme ça, autiste, 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 mais je crois que c'est vraiment l'identité qui sort, qui vient un jour, parce que les néons ils étaient éteints, pendant 50 ans ils étaient cachés, ou ils étaient dans l'ombre, puis de temps en temps ils sortaient. Mais comme c'était tellement bizarre, ça sortait, je trouvais une justification, comme je vous le disais, puis je les remettais. Alors que là, une bonne journée, c'est une journée où en permanence, j'ai pas besoin de mettre le masque. Comment est-ce que vous avez fait votre coming out une fois que vous avez compris que vous étiez autiste? Quand on parle de coming out, on parle souvent du coming out d'homosexualité, bien sûr, c'est le terme qui est associé. Mais vous avez raison, c'est très proche, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, une personne homosexuelle, elle est ce qu'elle est. Elle ne devient pas par contamination. De la même façon, on ne devient pas autiste. On est ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a d'abord un coming out de soi-même, j'ai envie de dire. C'est tout à coup de se dire, je me reconnais. Je suis dans cette démarche depuis 1-2 mois, de pouvoir et d'apprendre à le dire quand, à qui, comment, ou ne pas. Donc je l'ai dit à quelques personnes, il y a quelques personnes à qui je l'ai dit, ça m'a pas du tout convenu la façon de réagir, donc je me suis dit oulala, donc je le dis plus parce qu'on sait pas avant qu'est-ce qui va déranger ou pas. Pourquoi? Quelles ont été les réactions qui vous ont choqué? Bon, les réactions classiques, c'est n'importe quoi, tu parles, et puis tu as vécu jusque-là. Voilà, ça c'est les réactions classiques qui font extrêmement mal parce qu'il y a un déni. D'ailleurs, si vous dites à quelqu'un que vous êtes atteint d'autisme, c'est bien que dessous ça, il y a un parcours qui n'est pas forcément enviable et qu'on peut en tout cas pas, comme ça, nier en disant « je suis sûr que non, je suis sûr que tu te trompes ». Enfin, moi j'ai entendu ça. Et je sais que des pères ont entendu ça aussi. Ou alors, j'ai aussi entendu quelque chose qui m'a fait réagir très, très fort. Oui, mais alors chez toi, c'est tout léger. Imaginez un homosexuel qui fait son coming out et qui dit « écoute, je t'informe par amitié que je suis homosexuel », puis qu'on lui dise « mais non, pas toi ». Vous imaginez la scène? Ben, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a cette dimension, on doit lutter contre quelque chose qui pourtant est là. On fait avec, c'est nous. Si on fait 1m90, on fait 1m90. On ne peut pas se persuader qu'on fait 1m70 ou essayer de persuader les autres qu'on fait 1m70. Le problème de l'autisme, c'est que c'est 1m90 qui ne se voit pas. Si on ne sait pas ce que c'est, la personne ne peut pas avoir l'idée, tiens, est-ce que par hasard tu es autiste? Ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est pour ça que ce terme, il est intéressant parce que la cause, pour autant qu'il puisse s'agir d'une cause homosexuelle, a énormément évolué, bien sûr, ces dernières années. Et peut-être qu'on est dans une situation avec certaines similarités autour de l'autisme, puisque de quelque chose qui était extrêmement rare et circonscrite aux situations de handicap mental, on se rend compte que le sujet est beaucoup plus large et qui touche beaucoup de gens qui sont dans la société, comme je l'étais. C'est pour ça qu'il y a aussi une explosion, entre guillemets, de diagnostics. C'est pas qu'il y a plus d'autistes. La proportion est montée de 1 pour 1000 à 1% ou 2%, ça dépend des pays. Mais sûrement qu'on va pas arriver à 50%, faut pas avoir peur.
Mais c'est simplement qu'on le détecte beaucoup mieux. Et chaque fois qu'on détecte une personne autiste, ben moi par exemple, je sors des statistiques potentielles de complètement frappadingue ou avec tout le respect pour les personnes frappadingues, mais avec d'autres troubles que celui-ci, parce que les symptômes peuvent ressembler. C'est très très difficile pour moi de voir des personnes qui m'ont connu, surtout des personnes qui m'ont connu fonctionnant professionnellement, parce que c'est dans ma fonction professionnelle que je réussissais à le dissimuler le mieux. Dissimuler, pas le cacher. C'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais, mais chaque fois que j'allais au travail, je faisais une opération intérieure qui était comme de... On a parlé du tonneau avant, j'ai envie de dire aussi comme mettre un scaphandre. Ça veut dire que le scaphandrier, il met un scaphandre parce qu'il va travailler dans un milieu hostile. Pour moi, chaque fois qu'il y a des êtres humains, c'est un milieu hostile. Sauf si c'est des êtres humains dont je dois m'occuper. Par rapport au travail, c'est là où je dissimulais le mieux, tout simplement parce que c'est capital, hein, on est en Suisse. Si vous ne travaillez pas, vous avez un statut qui est très vite menacé, un statut social. Donc j'ai très vite identifié que c'était très important, alors même que j'avais quitté l'école relativement jeune et puis que j'avais pas de métier, j'ai toujours travaillé. J'ai eu une période de chômage autour des 20 ans de 2-3 mois, mais j'ai toujours réussi à travailler parce que j'y mettais toute l'énergie, mais c'était une énergie de survie existentielle, parce que le danger était extrêmement grand. Si je réussissais pas à travailler, on risquait de me démasquer. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était ce sentiment, mais j'avais ce sentiment toujours d'imposteur ou d'être démasqué. Et le deuxième mouvement qui me motivait à travailler, c'est que en travaillant, j'avais une identité que je pouvais voir dans le regard des autres qui les satisfaisait. Comment est-ce que vous avez construit votre famille, compte tenu du fait que vous mentionniez plutôt le fait que c'était compliqué socialement d'expliquer que vous étiez autiste? Il faut pas grand-chose pour construire une famille. Il faut un homme et une femme. Et puis les enfants naissent, c'est comme ça que l'humanité est là. Et puis il y a une famille presque biologiquement tient ensemble. Alors nous on tient ensemble, on est éprouvé dans cette aventure parce que je suis pas le seul concerné dans la famille, mon épouse est aussi concernée. C'est une deuxième vague de fond qui est venue nous toucher parce que dans un premier temps, quand moi j'ai été diagnostiqué, je me suis dit ça c'est clair, c'est moi qui suis la personne pas fautive mais qui sort de l'ordinaire, problématique en quelque sorte. Mais en fait, on s'est rendu compte que ma femme était concernée aussi et qu'on s'était sûrement rencontrés comme autistes. D'ailleurs, quand on en parle ensemble, parce qu'on en parle presque tous les jours en fait encore, sûrement que dès les premiers jours, on a dû, chacun de son côté, continuer à construire notre personnage social et en plus, on a dû construire une image de couple qui convienne au monde. Et quand on a eu des enfants, on en voulait. Mais j'ai envie de dire machinalement, accidentellement, parce que c'est toujours accidentellement que des enfants arrivent. Mais il se trouve qu'on était heureux de les avoir, c'est ça que je voulais dire. Il y avait encore cette troisième dimension, il fallait construire une représentation familiale acceptable. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la personne que vous étiez, qui était si malheureuse et qui portait ce masque, qui jouait ce rôle social en permanence? J'ai envie de dire à l'enfant que j'ai été, peut-être que j'aurais envie de lui dire tiens le coup. Mais bon, il a tenu le coup. En même temps, parfois, il m'arrive encore de me demander si c'est une bonne chose d'avoir tenu le coup si longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien? C'est très compliqué. C'est très très complexe, très compliqué. Parce que j'ai pas encore réussi à instaurer une constance dans quoi que ce soit. Une personne autiste, il y a des traits caractéristiques que toutes les personnes autistes partagent. C'est cette complexité des rapports sociaux et puis des intérêts spécifiques. C'est-à-dire vraiment des sphères d'intérêt, mais c'est plus que des intérêts en fait, c'est quasiment des obsessions, on n'en parle plus. Donc moi j'ai ça avec la musique depuis toujours. Je joue plein d'instruments, j'ai jamais pris de cours, je sais même pas comment je fais. J'enregistre, je fais des chansons. Plus jeune, j'ai même gagné un prix à la radio, on m'a donné un prix de la chanson. Ça fait que j'ai arrêté. Cette notion de constance, autant j'ai un bel espace pour la musique par exemple, où j'ai plein d'instruments. J'ai un système d'enregistrement, j'ai tout ça. Mon rêve, ça a toujours été d'avoir le temps
Là, depuis 2 ans, j'ai du temps. C'est encore très très difficile de faire les 50 mètres de la maison pour aller au studio. Parce que c'est traverser une zone qui est un terrain miné. Il y a des voisins qui m'ont connu avant, il y a ça. Par contre, au moment où j'entre dans mon studio et je ferme, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai un grand abri anti-atomique avec une monstre insonorisation, tout ça, donc il n'y a plus un bruit. Je suis parfaitement bien. Et je suis parfaitement seul. Et il n'y a pas le moindre risque que quelqu'un interagisse avec moi, puisque j'ai la seule clé. Mais le chemin pour y aller, c'est encore très difficile. C'est ça que je suis en train d'essayer d'apprendre, à oser être moi, donc éventuellement être seul la plupart du temps. Autrement, j'ai 2 personnes avec qui j'ai un entretien téléphonique quasiment tous les jours. Une personne autiste, aussi diagnostiquée très tard, et une personne qui est actuellement en évaluation, donc en questionnement. Donc c'est pas par hasard non plus. Et j'ai gardé une amie sans autisme, un peu particulière, mais c'est la seule personne que j'ai gardée de mon passé, effectivement. Et autrement, j'ai mon épouse et nos 3 enfants, et ma mère. Mon père est mort il y a 1 année. Je pense que mon père était autiste. Je l'ai dit 1 mois avant qu'il meure. Il n'a pas répondu, mais j'ai senti que quelque chose venait l'apaiser, mais j'ai aucune preuve. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch/podcast ou sur iTunes, Deezer ou SoundCloud. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Si vous aimez Brise-Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes.